Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Magazine pluriel. Étienne Nabédé. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal magazine. Voici le sommaire. Suite de la tournée nationale du ministre en charge de la sécurité, le général Yak Damham était les 10 et 11 décembre dernier à Kara avec pour mission la promotion du dialogue civilo-militaire. Cette tournée a aussi pour objectif de permettre aux forces de défense et de sécurité et aux populations de se familiariser davantage dans le but de prévenir les conflits et l'insécurité dans le pays. Climat, 5 ans après l'accord de Paris, les résultats se font toujours attendre et l'année 2020 s'annonce comme l'une des plus chaudes depuis la révolution industrielle. Cet accord validait l'objectif commun de diminuer les émissions mondiales de gaz à effet de serre pour limiter l'augmentation de la température globale à 2 degrés maximum. Un nouveau code foncier est en vigueur au Togo depuis 2018. Ce nouveau texte vise notamment à mieux sécuriser la législation foncière, à lutter contre la spéculation, l'expropriation ou encore le bradage des terres rurales. Nous allons parler dans la deuxième partie de ce journal avec notre invité Kofi Kouma Dake. Il est directeur général du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme foncière. Sport, football, l'ASCO de Kara renouvelle ses instances dirigeantes. Une assemblée générale élective se tient ce samedi à Kara et puis tournoi UFOA zone B de moins de 20 ans. Le Nigeria est dans la course. Et puis à suivre également dans ce journal les échos du palais et la revue de presse. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonjour. Le directeur régional Afrique de l'ONG Aide et Action était hier à la primature. Monsieur Adjimon Kofi est allé féliciter Madame le Premier ministre pour sa nomination à ce poste. Les questions liées à la crise sanitaire, à la lutte contre l'extrémisme violent et le projet d'appui au collège étaient aussi au menu de leur discussion. Monsieur Adjimon Kofi à l'issue de l'entrevue. Nous sommes disponibles pour accompagner toute la feuille de route qu'elle a déroulée devant l'Assemblée nationale, surtout sur l'axe 1, sur l'inclusion, pour garantir la paix en passant par la solidarité. Et nous lui avons présenté les projets que nous faisons au Togo. Il y a 6 projets que nous faisons et qui rentrent bien dans ce axe-là, surtout pour l'accessibilité, pour la qualité de l'éducation, et pour tout ce qui est de la formation, d'insertion des jeunes et l'entrepreneuriat. Madame la Première ministre a pris la parole pour nous dire un peu les grands axes de la feuille de route sur lesquels nous sommes en phase, mais sur lesquels également pour nos prochains projets, nous pouvons y travailler, qu'elle compte sur nous, parce que nous connaissons le terrain, nous sommes des acteurs de développement pour que nous puissions accompagner l'État dans tout ce qu'il fait. Le système d'échange d'énergie électrique ouest-africain a tenu hier à Lomé sa 15e assemblée générale. C'est la ministre déléguée auprès du président de la République chargée de l'énergie et des mines, Madame Maounio Mila Aziablé, qui a procédé au lancement des travaux. Il est question pour cette assemblée de trouver les moyens pour accélérer les réalisations dans un contexte de crise sanitaire liée au coronavirus. En exprimant sa gratitude aux partenaires pour leurs efforts dans les différentes réalisations, Madame Maounio Mila Aziablé les a exhortés à en faire davantage pour le marché régional de l'électricité. Les infrastructures déjà réalisées par le WAD avec l'appui des partenaires techniques et financiers, notamment l'interconnexion 330 kV entre le Nigeria et le Bénin, permettent à des sociétés comme la CET d'acheter de l'électricité en provenance du Nigeria. La mise en service du poste 330 kV de Davier et les lignes d'interconnexion associées va contribuer à la sécurisation de l'approvisionnement énergétique de la CET.
Je voudrais à cet effet exprimer tous nos remerciements à toutes les sociétés membres, à nos ministères ainsi qu'à nos partenaires techniques et financiers qui œuvrent chaque jour pour la mise en place progressive mais soutenue du marché régional de l'électricité. Je souhaite au WAP d'avoir la résilience nécessaire et l'encourage à davantage d'engagement et de détermination pour atteindre notre objectif commun d'édification du marché régional de l'électricité de l'Afrique de l'Ouest. Les travaux de Lomé constituent un moment privilégié de réflexion et d'évaluation du travail accompli pour l'atteinte des objectifs fixés. Outre l'examen et l'adoption des rapports, cette rencontre connaîtra l'adhésion de nouveaux membres au système d'échange d'énergie électrique ouest-africain. Dans le souci de contribuer au renforcement de la confiance entre les forces de défense et de sécurité et les populations, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a entrepris une série de rencontres sur l'ensemble du territoire national. Ces échanges civilo-militaires ont réuni jeudi dernier au palais des congrès de Kara les représentants des populations civiles des 7 préfectures de la région de la Kara et les forces de défense et de sécurité. À Top Kara, Léontine Tediou. Placé sous le thème dialogue civilo-militaire, outil efficace pour la prévention et la résolution des conflits au Togo, cette entrevue a regroupé une soixantaine de participants issus de la population civile et des forces de défense et de sécurité. Quelle est la portée de ce dialogue civilo-militaire? Des éléments de réponse avec le ministre en charge de la sécurité, le général Yak Damhan. On ne peut pas parler d'une nation sans une bonne collaboration, une bonne coopération entre les forces de défense et la population civile. Les forces de défense sont là pour protéger la population. Et lorsqu'il y a des griefs, il va sans dire que les résultats ne pourront jamais être atteints. Ces rencontres ont eu lieu dans toutes les régions où nous demandons entre les forces de défense et de sécurité qui assistent et la frange de la population civile d'engager des discussions, des échanges sincères. Lorsque c'est franc, c'est sincère, on arrive à trouver le juste milieu pour vivre ensemble, pour que la population adhère aux missions des forces de défense et de sécurité. Restaurer une confiance ou une paix perdue n'est pas chose aisée. Nous retrouvons le ministre Yark Damhan. C'est un travail de longue haleine qu'il faut faire chaque fois, échanger, corriger, avancer. Il peut y avoir peut-être des incompréhensions, mais être au-dessus de ces incompréhensions pour l'intérêt général. C'est le développement de notre pays. À partir du moment où ces entités se comprennent, s'entendent, doit sans dire que nous pouvons développer notre pays. Le préfet de la COSA, colonel Bakal Hemou Badebao, a salué la tenue de cette rencontre qui vise à préserver de façon durable le vivre ensemble entre toutes les couches sociales du pays. Il a exhorté les participants à tirer meilleur profit des échanges afin qu'une collaboration franche et sincère s'établisse à nouveau entre les corps habillés et les populations à la base pour que la paix et la sécurité soient toujours la chasse gardée des citoyens. Léontine Teteho, Arok Mawe, agence togolaise de presse Kara pour Radio Lomé. Plus de 40 millions de personnes âgées d'au moins 60 ans vivent sur le continent africain. Au Togo, les défiliés à l'âge sont de plus en plus nombreux et sont majoritairement pas pris en compte. C'est pour pallier ce manque que le gouvernement a décidé de mettre en place un instrument de protection sociale des personnes âgées et en situation de précarité. Le document élaboré à ce sujet a été soumis hier à validation à Lomé. Odette Pirin. Selon les données de l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques, INSEAD, l'effectif des personnes âgées est passé de 337 339 en 2010 à 415 900 en 2020 pour une population totale d'environ 7 millions d'habitants. Malgré les efforts du gouvernement au profit de cette tranche de la population, la situation de personnes âgées demeure précaire. C'est dans ce sens que l'agenda des personnes âgées élaboré en 2005 sera désormais opérationnel avec ce dispositif. Kojo Siwa
Agonon, directeur général de l'action sociale. Il y a déjà au niveau du gouvernement, la CRT, l'INAM et d'autres dispositifs, mais c'est à caractère contributif. Mais ce que le gouvernement est en train de faire actuellement va servir aux populations qui ne peuvent pas contribuer, mais qui ont aussi droit à la protection, droit à la santé, droit au logement, droit à se vêtir. Donc c'est dans cette logique-là que le gouvernement est en train d'élaborer ce document que nous allons valider. C'est le but du projet, pour faire l'évaluation, combien ça va coûter. Le projet doit normalement le faire chaque mois. La mise en place de ce dispositif est financée par le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA, Vincent Kossi Ganozogo, chargé de programme Population et Développement UNFPA. Le projet qui est en cours d'élaboration bénéficie de notre appui technique et financier. Et de même, dans la mise en œuvre à la phase opérationnelle, l'UNFPA sera toujours là. Une trentaine de personnes prennent part à cette rencontre. Les agents de l'Office togolais des recettes OTR ont été sensibilisés hier sur le harcèlement sexuel. C'est une initiative de l'association Africa Femmes Initiative Positive, AFIP, qui va en guerre contre les violences sexuelles sur les lieux de travail. Madame Farah Mamie Kadje, présidente de l'association AFIP. Beaucoup de personnes, je ne vais pas dire des femmes seulement, il y a des hommes aussi, souffrent souvent en silence quand elles sont victimes de ce phénomène dans le milieu professionnel. Nous sommes partis de ce constat à l'occasion de la célébration de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, célébrée chaque 25 novembre, suivi de 16 jours d'activisme dans ce sens. Et nous avons voulu exprimer cela et c'est pour ça que nous avons adressé une requête à OTR pour sensibiliser son personnel par rapport à ce phénomène. La rencontre va permettre également au personnel de l'Office togolais des recettes, spécialement aux femmes, de dénoncer devant les cours juridictionnels les violences qui leur sont faites. L'AFIP est une association féminine internationale qui lutte pour l'épanouissement de la femme. Elle est présente au Togo depuis 2017. Le réseau des ONG FTCD, appuyé par les droits de l'homme, a animé ce matin à Lomé une causerie débat avec les élèves du complexe scolaire Mandela. Entretien avec les jeunes élèves sur le contenu du pacte international relatif aux droits sociaux, économiques et culturels et les jeunes est le thème de cette rencontre. Il s'est agi d'édifier les apprenants sur le sens des droits de l'homme. Plé Kérim, directeur exécutif du complexe scolaire Mandela. La rencontre de ce matin s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme qui est observée chaque 10 décembre de chaque année. Parce que les droits socio-économiques et culturels sont aussi des droits fondamentaux essentiels, tout comme ceux civils et politiques. Et nous avons ciblé les jeunes parce que nous avons estimé que la jeunesse est la relève de demain et c'est important que les jeunes puissent être sensibilisés suffisamment sur ce que c'est que les droits socio-économiques et culturels. La rencontre a permis aux élèves de se faire une idée des droits de l'homme. Miss Edouarda Zakaria Doubou, en classe de 3e. Ça me fait du bien car on nous enseigne encore des nouvelles choses sur nos droits et devoirs. Comment ça va m'apporter de nouvelles choses à ajouter à ma connaissance? Je dois respecter mes droits et devoirs. Je ne dois plus faire des choses qui n'est pas dans mes devoirs et je dois me respecter en étant un humain. L'hôtel du 2 février Salle Fazao abrite demain dimanche 13 décembre 2020 une journée de reconnaissance à Dieu JNRD. La manifestation qui a lieu à 14h est organisée par le groupe d'évangélisation et de musique Salut et Joie en collaboration avec les églises, ministères et conseils chrétiens du Togo. En raison de la pandémie du Covid-19, la JNRD, jadis organisée au stade, se fera en mini-format cette année à l'hôtel de février. Et puis la situation du Covid-19 au Togo, chiffre mis à jour hier 11 décembre 2020 à 20h31, cas actifs 410, cas guéris 2726, décès 66, cas confirmés 3202. À ce jour, un total de 158 810 tests
de laboratoires ont été effectués sur l'ensemble du territoire national. Les évêques tchadiens demandent au chef de l'État d'intervenir pour mettre fin au conflit entre éleveurs et agriculteurs. Le phénomène dure depuis des années et mine la collaboration et la cohabitation pacifique entre éleveurs et cultivateurs, et les pouvoirs publics ne parviennent pas à l'endiguer. Toutes les pistes ont été explorées sans résultat. Selon des experts, le conflit entre éleveurs et agriculteurs aurait déjà fait plus d'une centaine de morts sur l'ensemble du territoire tchadien. Au Niger, l'opposant Hama Amadou sort de son silence pour la première fois après son retour au pays. Il s'est prononcé sur le sujet de sa candidature rejetée par la Cour constitutionnelle. Principal opposant, Hama Amadou a été disqualifié en raison de son casier judiciaire et de sa condamnation en 2017 pour trafic de bébés nigérians. Après avoir boycotté les travaux de toutes les instances dans le cadre de la préparation des élections, Hama Amadou revient en charge et annonce qu'il participera pleinement à ces élections dans les conditions fixées par les autorités. Le parti Les Démocrates de l'ancien chef de l'État béninois Boni Yayi est enfin reconnu officiellement et peut participer à l'animation de la vie politique au Bénin. C'est le premier grand parti de l'opposition radicale à Patrice Talon qui est ainsi autorisé depuis les réformes politiques de novembre 2019 au Parlement et à la tête des villes. Plus de 95% des élus viennent du camp Talon. Ceci a conduit en 2019 à des législatives organisées sans l'opposition. L'accord de Paris, c'est il y a déjà 5 ans un accord mondial sur le climat signé par 196 pays est censé limiter la crise climatique et contenir la hausse des températures à la fin du siècle. Et pourtant, 2020 s'annonce comme l'une des plus chaudes des années depuis la révolution industrielle. Charlotte Ahar. Il y a 5 ans, jour pour jour, le marteau du président de la COP 21 retentissait à la tribune. L'accord de Paris avait été validé par les 196 parties prenantes de la conférence. Cet accord validait l'objectif commun de diminuer les émissions mondiales de gaz à effet de serre pour limiter l'augmentation de la température globale à 2 degrés maximum et si possible à 1,5 degré à la fin du siècle. La 21e conférence des Nations Unies pour le climat, la COP 21, se tenait aux Bourgettes à côté de Paris en décembre 2015. 15 jours de longues discussions à huis clos entre les représentants des 195 pays plus l'Union européenne pour aboutir à un accord. L'accord de Paris ratifié par 55 pays représentant 55% des émissions de gaz à effet de serre est entré en vigueur le 4 novembre 2016, remplaçant le protocole de Kyoto échu en 2012. Pour autant, les 17 pages de l'accord, si elles sont juridiquement contraignantes, n'imposent aucun moyen de coercition, pas de mécanisme de sanction en cas de non-respect des engagements. C'est le principal reproche que lui ont adressé les ONG. Depuis 5 ans, les pays les plus émetteurs de gaz à effet de serre traînent des pieds pour réduire leur consommation d'énergie fossile et leur émission de gaz à effet de serre. En réponse à l'inaction des gouvernements, la société civile se mobilise. Des mouvements de protestation et de désobéissance civile sont lancés. En 5 ans, les gouvernements n'ont pas réussi à placer la planète sur la trajectoire de l'accord de Paris. Les émissions de gaz à effet de serre augmentent de 1,5% en moyenne chaque année depuis 10 ans et on se dirige plutôt vers un réchauffement de plus 3 à plus 4 degrés d'ici la fin du siècle. Le rapport annuel du Programme des Nations Unies pour l'environnement nous dit que pour garder un espoir de limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré d'ici 2100, il faudra diminuer les émissions de gaz à effet de serre de 7,6% par an tous les ans jusqu'en 2030. On en est loin.
Et nous abordons la deuxième partie de ce journal magazine. Un nouveau code foncier a été promulgué en 2018 par le gouvernement pour relever les défis liés à l'accès à la terre. Le dit code, qui a été vulgarisé sur toute l'étendue du territoire national, pose les jalons nécessaires à la modernisation du cadre institutionnel de gestion foncière et lève le voile sur les principes généraux applicables à la propriété. Il permet ainsi à chacun d'exercer son droit de propriété en toute quiétude. Comment se faire enregistrer? Quelles sont les pièces à fournir en cas de double, voire triple vente? Que dit le code? Pour en savoir davantage, nous recevons ce samedi M. Kofi Kouma Dake. Il est le directeur général du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme foncière. Il est interrogé par Odette Pira. Monsieur Kofi Kouma Dake, bonjour. Bonjour. Dans la feuille de route assignée au ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme foncière figure en bonne place l'accélération du titrement des terres. Pour y arriver assez rapidement, il faut l'appropriation par la population de la loi numéro 2018-005 du 14 juin 2018 portant code foncier et domanial. Monsieur Kofi Kouma Dake, vous êtes le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat. Où en est-on avec la vulgarisation du dit code? Merci madame. D'abord, je tiens sincèrement à vous remercier, surtout tous les médias, pour l'intérêt qu'ils portent à la chose foncière, parce que vous savez très bien que c'est le nerf de la guerre ici au Togo. Quel que soit le statut social du Togolais, son désir le plus cher, son aspiration la plus profonde, c'est de vivre un jour chez lui. Alors là, il serait très intéressant donc de leur montrer quelles sont les voies à emprunter pour parvenir de façon tranquille à vivre chez eux. Donc la question elle est bienvenue. C'est pour pallier ces problèmes, ces difficultés que rencontre la majeure partie de la population à devenir propriétaire des terres que le gouvernement a mis en place un nouveau code promulgué en 2018 et qui permet maintenant à tous les Togolais qui adopteront donc ces procédures, ces dispositions de ce code-là, d'être de propriétaires à 100% et d'éviter toutes les inquiétudes et les bobos qu'ils ont eu à vivre par le passé. Donc il est très important d'informer la population, de vulgariser ce code pour que tout le monde sache comment s'y prendre pour pouvoir être de vrais propriétaires. Donc nous avons vraiment pris des dispositions pour vulgariser cette loi. Déjà après sa promulgation en 2018, toute la 19, nous avons eu à sillonner tout le Togo en organisant donc des ateliers de formation, de sensibilisation à l'endroit donc des élus locaux et des préfets, des chefs traditionnels qui ont d'ailleurs une place très importante, un rôle très important à jouer dans ce code-là en matière de règlement des litiges, en vue d'asseoir un climat de paix et de mieux vivre au sein de leur communauté. Toutes ces sommités-là ont été réunies en atelier et ont eu des formations. Et sont censés maintenant retourner chez eux pour continuer la sensibilisation. En dehors de cette action que le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme foncière a eu à mettre en œuvre, il y a plein d'ONG aussi qui ont pris la relève, notamment Konrad Adenauer qui a organisé plus de 10 ateliers dans ce sens-là pour pouvoir sensibiliser la population, surtout les chefs traditionnels et les acteurs, les principaux acteurs du foncier, à s'approprier donc ce document de code-là pour que la population puisse rester tranquille et jouir tranquillement de leurs biens fonciers. En dehors de cela, nous avions bénéficié de l'appui des bailleurs de fonds, notamment le PNUD, pour la multiplication du document de code et sa diffusion entre la population. Il y a eu beaucoup d'exemplaires qui ont été distribués, surtout aux chefs traditionnels, aux préfets, aux maires, pour en faire bon usage lorsque des problèmes fonciers se posent. Nous continuons donc cette diffusion-là et c'est ce que vous êtes en train de faire déjà à travers vos émissions. Les gens savent qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau du gouvernement, au niveau de l'administration pour améliorer leur accès à la terre. Dites-nous, que stipule cette loi? Cette loi dit que toute personne qui veut être propriétaire ici au Togo doit immatriculer ses terres
c'est-à-dire remplissent un certain nombre de procédures qui tendent donc à enregistrer ces terres-là à des livres fonciers, c'est-à-dire à des comptes spéciaux dédiés uniquement pour chaque propriétaire qui aurait enregistré ces terres. Ça veut dire que une fois que ces terres seront immatriculées, personne ne pourra donc, vous pouvez l'opposer à toute personne qui voudra donc s'en prendre à vous. C'est pour cela que nous disons que ça vaut un document authentique. Qu'est-ce qu'il y a lieu de fournir en matière d'immatriculation alors? Il y a un guichet foncier unique qui est mis en place et qui fonctionne maintenant à plein temps. Avant, pour pouvoir arriver à immatriculer une terre, il faudrait passer par des étapes assez nombreuses, notamment l'établissement des plans parcellaires homologués en 3 endroits, ce que vous appelez généralement 3 tampons. Ensuite, essayer de faire reconnaître votre terre ou bien votre propriété au niveau de la localité, c'est-à-dire au niveau du maire, bien de la mairie de l'endroit où se trouve la terre, ou bien au niveau de la préfecture. Ensuite, vous irez légaliser ça au niveau du tribunal avant d'aller voir le conservateur de la propriété foncière pour le requérir à immatriculer vos terres. Aujourd'hui, tout ça là, c'est fini. Vous allez au guichet foncier unique, vous dites que vous avez votre plan et on vérifie si c'est bon, on vous dit bon, ok, vous pouvez passer donc aux procédures d'immatriculation. Ça réduit de façon considérable le temps et le coût. Et quels sont les papiers à fournir? Le plan parcellaire, le plan de la parcelle que vous voulez immatriculer. Ensuite, un acte notarié, parce qu'aujourd'hui, on veut que tous les actes qui sont liés donc à l'immatriculation de la terre soient des actes authentiques. Et nous savons tous ici que c'est le notaire seul qui connaît justement en matière immobilière ces genres de choses. C'est lui qui authentifie ces genres d'actes. Donc, la loi dit que lorsque vous voulez immatriculer, vous devez produire donc des documents authentiques, des contrats de vente notariés. En plus du plan parcellaire, vous allez faire l'enregistrement et puis on procédera à une visite du terrain pour voir si ce que vous dites est vrai. C'est ce que nous appelons le bornage contradictoire. C'est le service du cadastre qui le fait. Et si c'est probant, tout ce que vous avez dit, si ça se vérifie exact sur le terrain, eh bien on revient, on vous fait votre titre foncier. Aujourd'hui, ça fait presque 2 ans que la loi a été promulguée. Dites-nous, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans la mise en application de cette loi? À propos de difficultés, c'est la méconnaissance toujours des textes, parce que les gens, comme vous le savez, le Togolais n'aime pas trop s'informer. Le Togolais préfère écouter les gens dire on a dit, on a dit, on a dit, alors que ce guichet foncier unique est libre à tout le monde. Vous allez, on vous pose des questions et on vous répond. Vous allez à l'OTR, vous demandez où se trouve le guichet foncier unique. Tous les services qui participent donc à la gestion du foncier sont représentés. L'urbanisme, le cadastre, l'agrofoncier, la conservation foncière, tout. Donc quand un dossier rentre là-bas, au finish, c'est pour ressortir le résultat que vous avez demandé. Et quel est le coût de l'opération? Coût de l'immatriculation. Oui. Le coût a été tellement réduit. Avant, vous devez enregistrer à 11%, ensuite c'est ramené à 6%, maintenant on est à 1,5%. C'est-à-dire? C'est-à-dire la valeur vénale, le prix actuel de vente ou bien de cession de ce terrain. On évalue ça. Et une fois que c'est évalué, on applique ce taux-là là-dessus. Et c'est ça l'enregistrement, les frais d'enregistrement. Puis donc le reste, c'est des frais insignifiants. Et c'est après ce processus que le terrain peut être vendu? Mais bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, c'est une condition pour protéger les gens. Est-ce que vous voyez, on assiste beaucoup à des doubles ventes, des multiples ventes, parce que le terrain n'est pas immatriculé. C'est-à-dire, on ne connaît pas un seul répondant à ce terrain. Il y a plusieurs personnes qui disent qu'ils sont propriétaires ou bien ils sont des héritiers. Ils ne sont pas là pendant que leur frère a vendu. Donc, ils s'opposent à ces ventes-là, revendent derrière. S'il y a un seul représentant, un seul répondant à un terrain donné, eh bien c'est à celui-là qu'on fera face lorsque il y aura une vente. Donc c'est pour sécuriser les transactions foncières et booster donc les investissements. Actuellement, il y a ce problème de double vente, triple, voire plusieurs ventes de terrain. Et comment vous arrivez à répartir lorsque vous faites face à ces genres de situations? Non, c'est très simple. La loi a dit, lorsque vous avez plusieurs ventes, etc., on vérifie
qui est le vrai vendeur et quelle est la première vente. Est-ce que si cette vente-là est légale, c'est fini, hein, c'est elle qui prévaut. Le reste, les autres vont se débrouiller avec. Mais le gros du problème, c'est que jusqu'à présent, beaucoup de terres ne sont pas immatriculées. Donc, les héritiers vivent dans l'indivision. On n'a pas partagé les terrains, si bien que, à tour de rôle, chacun vend dans les coulisses. Maintenant, la loi est claire là-dessus. Hein. Lorsque le besoin se fait sentir, l'État même a des services, des institutions qui peuvent requérir l'immatriculation de ces terres et pour que la sécurité puisse venir. Ceux qui sont victimes de double voire triple vente, est-ce qu'ils seront remboursés? Ça, c'est le tribunal qui va décider. Si tu as acquis quelque chose que nous appelons la camelote, si c'est une vente prohibée d'un produit que vous avez fait, eh bien c'est vous-même qui avez acheté un produit prohibé. Et tous ceux qui participent à ça seront punis conformément à la loi. Il y a ça dans le code. Lorsque vous participez à un acte illégal en matière foncière, eh bien, les dispositions pénales sont là donc pour vous régler votre compte. Donc, je crois que si nous appliquons très bien les dispositions de ce code foncier, il y aura beaucoup plus de sérénité, de paix dans la gestion de la chose foncière. Comment s'approprier donc ce code foncier? C'est très simple, hein? On en vend à Edi Togo, hein? Et c'est pas très cher. Hein? À combien? Oh bof, c'est eux qui connaissent le prix. Autant faire un tour à Edi Togo et demander combien on le vend et puis bon, vous serez servi. Monsieur Kofi Kouma Dake, votre message pour conclure? J'invite vraiment toute la population togolaise à s'informer davantage. Les gens pensent qu'un code foncier, c'est une loi et qu'il y a des dispositions rébarbatives. C'est pas vrai. Le code là est rédigé dans un français courant et il y a même un dictionnaire associé à ce code qui vous permet donc, quand on utilise un jargon que vous ne comprenez pas, vous vous référez à ça et vous comprenez. Donc, au lieu de dire, d'écouter des gens dire, il faudrait aller donc s'informer pour que nous évitions désormais les doubles ventes et les multiples déboires que nous avons souvent en matière foncière ou bien de transactions foncières. Merci, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Écho du Palais. À l'approche des fêtes de fin d'année, les accidents de circulation se multiplient sur nos routes. Les usagers de la route sont donc invités à la prudence pour éviter de tomber sous le coup de la loi, comme ce fut le cas de Sieur Kossi. D'une manière générale, les sanctions prévues sont l'amende, la peine de prison ou les deux. Hélène Assabi. Dans l'après-midi du 29 mars 2013, le nommé Kossi, conducteur de taxi-moto, avait quitté le village de Tiviepe avec une passagère, la nommée Adjovi. Arrivé à Kévé aux environs de 16 heures, il roulait sur la nationale numéro 5, sens sud-nord, pour déposer sa passagère à sa destination. À hauteur de la rue, débouchant sur le côté est de la nationale, faisant demi-tour pour reprendre la rue que sa cliente lui indiquait, il est entré en collision avec une motocyclette qui roulait sur la même route, sens nord-sud, en direction de Lomé avec à son guidon le nommé Kossi qui avait aussi un passager. L'accident a entraîné des blessures aux deux conducteurs ainsi qu'à leurs passagers et occasionné des dégâts matériels plus ou moins importants sur les deux motocyclettes en cause. Au tribunal de première instance de Kévé à l'audience de 2014, il ressort des circonstances de l'accident que le prévenu Kossi est seul et entièrement responsable du sinistre. Il a été déclaré coupable du délit de blessure involontaire, de défaut de maîtrise et condamné à payer aux victimes les sommes de 200 000 et 100 000 francs CFA à titre d'indemnisation. Prudence donc sur nos routes. Sport football, élu par acclamation le 3 août dernier, le bureau actuel des jaunes et noirs de la COSA vit ces derniers instants à la tête du club. Une nouvelle équipe prendra les rênes des condamnés à l'issue d'un congrès électif qui se tient ce samedi dans la ville de Kara. Kilim Poyode.
Laissé sans président au cours de la saison 2018-2019, l'association sportive de la COSA passait des heures difficiles après la démission de M. Tchango, élu quelques mois plus tôt. Pour sauver la situation, une équipe était mise en place. Cette équipe a essayé tant bien que mal de s'investir efficacement dans la gestion du club. Mais insuffler une nouvelle ère à ce club s'avère capital. Un nouveau bureau verra le jour à la suite de l'assemblée élective du club, qui, pour redynamiser et relever Asco de Kara, en tout cas que le meilleur des candidats gagne pour le meilleur devenir des jaunes et noirs de la COSA. Les éperviers U20 sont éliminés du tournoi UFOA B de la catégorie qui se déroule au Bénin actuellement. Après un nul face au Burkina Faso, un but partout, une défaite 0-2 contre le Bénin, les Togolais ont été accrochés par le Niger, un but partout. Ils quittent la compétition dès le premier tour, tout comme le Bénin, pays organisateur. Le Niger et le Burkina Faso poursuivent la compétition. Le Nigeria, grand favori de la compétition, entre en jeu au second tour. Les deux finalistes se qualifient d'office pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans qui se déroulera dans un an en Mauritanie. Revue de presse. L'opposition togolaise toujours à la recherche de ses repères, les préparatifs des fêtes de fin d'année en pleine crise sanitaire, la nomination d'un nouveau chef d'état-major général des forces armées togolaises, etc. et la revue à la baisse de la facturation des appels téléphoniques. Voilà quelques sujets qui ont fait la une des parutions cette semaine. Léontine Atogima. L'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCP a fixé les plafonds des tarifs applicables par les opérateurs de communication électronique mobile pour l'accès des prestations de services au code USSD et au voile Togomatin. C'est désormais 3 francs CFA achetés au lieu de 100 francs CFA achetés, renchérit l'Union pour la Patrie. Ce nouveau tarif applicable à partir du 1er janvier 2021 doit être respecté par les opérateurs de réseau et de communication électronique mobile, précise Économie et Développement. Cette décision de l'ARCP découle du constat du coût très élevé de la cession USSD pratiquée au Togo par les deux opérateurs de téléphonie mobile, ajoute Togomatin. Il s'agit donc de libéraliser, de vulgariser et surtout de s'aligner sur les tarifs pratiques dans la sous-région en baissant de façon drastique au seuil plafond de la cession USSD qui est à 3 francs CFA achetés, relève le quotidien privé Togomatin. Assemblée nationale, les députés actent la poursuite de la refondation de l'armée togolaise, titre le quotidien. Une allocation budgétaire de 82,5 milliards de francs CFA en 2021 et une loi de programmation militaire pour donner à l'armée les moyens d'accomplir sa mission, note le journal Économie et Développement. L'effectif de l'armée sera multiplié par 1,3 sur la période 2021-2025, relève également l'Union pour la Patrie. Chronique de la semaine trouve que cette loi de programmation militaire votée par la représentation nationale vient à point nommé pour faire face aux nouveaux défis sécuritaires. Liberté de son côté parle de projet de loi sélectif. La parution dénonce la promptitude avec laquelle la programmation militaire a été réceptive alors que celle de la Haute Cour de justice demeure sourde. Marguerite Nyakade et Dadja Makanawe pour la refondation et la modernisation de l'armée togolaise, du vin nouveau dans de nouvelles outres, souhaite courrier de la République. Dadja Maganawe est le nouvel homme fort des forces armées togolaises. Le général Dadja Maganawe tisse la nouvelle corde à partir de l'ancienne, constate la voix du peuple. Le nouveau chef d'état-major général, à l'épreuve des défis de l'heure, analyse l'engagement. Loin des défis, la gestion des forces anti-Covid pendant la période des fêtes de fin d'année. Kamgo annonce un couvre-feu dans le Grand Lomé. Les Togolais devront fêter Noël et Nouvel An dans la sobriété, rajoute Togomatin. Pour éviter le pire, les hommes du colonel Amana doivent faire preuve de professionnalisme, exhorte la lanterne. Politique pour une sortie de crise, Maître Apevon Dodi des FDR trace le chemin, remarque l'engagement. Le changement abonde dans le même sens et souligne que Monseigneur Kodro demande 3 jours de jeûne et prière pour la libération du peuple togolais de la dictature.
La lanterne note tout simplement que ce qui arrive à l'opposition n'est que la résultante de divisions et des conflits de leadership. Pour finir, à l'international, notamment au Ghana, Nana Akufo-Addo est réélu à la tête du pays avec plus de 50% des voix, informe l'Échiquier. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève ce journal magazine. Merci de l'avoir suivi et merci de nous rester fidèles. Suivez à présent la rubrique sensibilisation. Foisonnement des médicaments traditionnels contre la Covid-19 en Afrique. Quelle solution? C'est la question à laquelle tente de répondre Juliette Kandé. Bonne réception. Face au nombre de remèdes traditionnels qui ont vu le jour sur le continent africain pour traiter la Covid-19, l'OMS Afrique et l'Africa CDC, Centre de prévention et de contrôle des maladies de l'Union africaine, lancent un protocole scientifique pour évaluer rigoureusement l'efficacité de ces traitements à base de plantes contre le coronavirus. Il y a eu le Covid Organics à base d'Artemisia à Madagascar, les margousiers en Côte d'Ivoire ou encore le Congo Bololo en République démocratique du Congo, aussi appelé Ndolé, au Cameroun et au Gabon. Les remèdes traditionnels ont foisonné depuis le début de la pandémie de Covid-19 sur le continent africain. Mais l'efficacité et l'innocuité de ces remèdes font toujours polémique. L'OMS et le Centre de prévention et de contrôle des maladies de l'Union africaine mettent donc en place un protocole scientifique pour réaliser des essais cliniques de ces médicaments à base de plantes pour lutter contre le coronavirus. Il s'agit d'une feuille de route pour mener des essais cliniques ethniques, rigoureux et prouver ou non l'efficacité de la médecine traditionnelle contre la Covid-19. La porte n'est pas fermée car il y a eu d'autres maladies où la médecine traditionnelle a largement contribué à la lutte contre ces maladies sur le continent. Donc, pourquoi pas dans le cas de la Covid-19, conclut Jean-Baptiste Nikema, en charge des médicaments jugés essentiels à l'OMS Afrique.